Bonjour, je m'appelle Mohamed Bechrouri, j'ai 28 ans, je suis jeune entrepreneur, je viens de monter ma boîte de prod et parallèlement j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Arabe imaginaire. L'Arabe imaginaire, dont le sous-titre est Éric Zemmour, mais qu'est-ce que je t'ai fait, est un livre que j'ai commencé il y a un an et qui fait suite à 4 ans de vie sous Sarkozy et un peu plus de temps médiatique avec Éric Zemmour, que j'ai vu et subi à la télévision, à la radio, dans la presse pendant suffisamment longtemps pour qu'un jour tout ça m'exaspère. Et donc je me suis mis dans je me suis lancé dans cette aventure qui pour moi était hyper importante parce que j'avais besoin de dire à Éric Zemmour et à notre charmant gouvernement de droite qu'il était temps d'arrêter de séparer les Français, de faire en sorte que les gens se constituent en communauté, qu'elles soient toutes séparées les unes des autres en permanence, et qu'on arrive à une situation où moi, français depuis que je suis né, donc depuis 28 ans, on m'a rangé dans la catégorie arabe. Et j'ai pas compris. C'est que j'ai jamais eu le sentiment d'être exclu de ce pays. Et du jour au lendemain, je me retrouve avec des questions de gens qui sont déclenchées par ce fameux débat sur l'identité nationale. Et, euh, et on m'a vraiment remis dans une situation où je pouvais être arabe. Le débat sur l'identité nationale. Au départ, en fait, je trouvais que c'était peut-être une bonne idée. Je trouvais ça même peut-être, enfin presque intéressant, pourquoi pas, se poser les vraies questions en imaginant un débat où on essaie de définir ensemble qu'est-ce que la nation française et où est-ce qu'on peut se situer tous dans cette nation. Ça n'est pas franchement ce qui s'est passé. On a été voir, on a créé des rendez-vous publics où les gens les, les plus à droite se sont retrouvés, ont balancé les pires phrases qu'on ait pu entendre. On a eu un enchaînement et un déferlement d'attaques contre l'immigration, contre ceux qui viennent d'arriver, contre ceux qui sont nés ici et dont les parents viennent d'ailleurs, contre l'islam, évidemment, contre les musulmans en France, qui n'étaient pas, entrés dans le débat sur l'identité nationale. Ce qu'on appelait débat sur l'identité nationale, c'était un débat sur l'islam. Et c'était un jeu pour Nicolas Sarkozy, c'est de maintenir ce qu'il avait commencé déjà avant les élections présidentielles, c'était d'entretenir la peur. Et aujourd'hui, moi je crois fondamentalement qu'il n'y a pas 20% de fachos comme on essaie de nous le répéter en permanence et de nous faire peur. Il y a 20% de gens qui ont peur. Il n'y a pas 20% de fachos, il y a 20% de gens qui ont peur. On peut avoir peur de l'arabe, du noir, du migrant, du clandestin qui débarque pour nous piquer notre boulot. Et ce sont des stress qui sont humains et pas et qui sont pas condamnables parce que ça n'est provoqué que par la peur et parce qu'on a généré cette peur. Et dans l'autre sens, ces mêmes personnes, ils ont comme beau-fils Slimane, ils ont comme voisin Mamadou, ils côtoient des étrangers presque tous les jours, et c'est des gens qui, la plupart du temps, ils les apprécient, ils passent du temps avec eux, ils se prêtent sel, poivre, sucre quand ils sont voisins, ils vont au bistrot ensemble, ils boivent leur patinoire, ils ont des vies comme tout le monde, et ils partagent ce temps avec ces étrangers-là. Mais ceux-là, c'est pas les mêmes, parce que ce sont ceux qu'on connaît. Et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est surtout ceux qu'on ne connaît pas. Et le vrai danger de ce débat, c'était de nous faire croire le vrai danger de ce débat, c'était de nous faire croire que, que, que l'identité nationale était en péril à cause d'une islamisation massive de la France. C'était le but inavoué de cette terrible discussion lancée à l'échelle nationale. Et, euh, et dans les faits, il n'y a absolument rien qui arrive à traduire ça. On a récupéré 3 cas de filles en burqa, on a récupéré 2 islamistes à Nantes, dont un qui avait 4 copines, enfin que des clichés les plus absolus pour nous dire tous les musulmans de France sont comme ça. Grossière erreur.
l'Arabe imaginaire, ce bouquin, dans ce bouquin, j'essaie de raconter un peu comment les Français vivent, comment moi je vis, comment les gens autour de moi vivent et à quel point on se ressemble tous. Comment au quotidien, le rapport à mes différences, les différences de la communauté musulmane en France, les différences qu'on peut avoir entre les Noirs nés en France et les Noirs nés en Afrique noire, ou les Chinois qui viennent de débarquer, ou ceux qui sont là depuis 70 ans, que toutes ces différences sont finalement assez anecdotiques dans la vie quotidienne et que dans tout ce qu'on partage aujourd'hui, l'essentiel de nos échanges sont totalement français, 100% français, définitivement français, que ce soit par la langue, par la télévision, par la radio, par la presse, par les films, par notre culture de masse envoyée des États-Unis qu'on bouffe tous à travers le monde, par la façon le rapport qu'on peut avoir nous avec nos campagnes, le rapport à l'accent, comme les Marseillais. Marseille, c'est une ville magique parce que à Marseille, quand on arrive à Marseille, quand on est à Marseille, il suffit quoi de 3, 4, 5 ans. Dès qu'on a une carte de séjour décennale, on n'a même pas besoin d'être français, on a déjà l'accent marseillais. On vit Marseille, on transpire Marseille, on vibre Marseille. Les matchs de foot, le pastis, tous les habitants de cette ville transpirent cette ville, mais juste de partout. Ils adorent leur lieu de vie. Et c'est un exemple parfait, et ce serait génial qu'on arrive à appliquer ça partout. C'est que cette ville absorbe toutes les populations qui viennent d'ailleurs. Et pourtant, il y a un métissage incroyable dans cette ville. Il y a des gens qui viennent de partout, c'est une ville portuaire, il y a toute la Méditerranée qui donne par là, il y a un brassage culturel gigantesque, et pourtant ils parlent tous marseillais. Et ils ont tous l'accent marseillais, ils ont tous le mot putain à la fin de la phrase, ils ont tous les mêmes habitudes, ils traînent et ils s'habillent de la même manière, ils ont cette nonchalance qu'on leur connaît et qu'on apprécie pour ça. Donc c'est assez joli. Et je raconte ce genre de choses dans le bouquin. C'est hyper optimiste, hyper positif. Il y a toute une partie où je gueule contre Éric Zemmour, parce que je trouve ça insupportable de nous inventer des vies qu'on n'a pas. Et que j'essaie de recentrer sur une vérité qui n'est pas une... je dis pas que je détiens la science infuse, mais il y a des évidences. Il y a tellement d'évidences du quotidien qui prouvent par A plus B que tout ce qu'on nous raconte depuis 5 ans, et tout ce que nous raconte Éric Zemmour, c'est un mélange entre du mensonge, une pseudo-vérité historique et des faits divers, et que ce mélange de tout ça, on essaie d'en faire une réalité pour l'ensemble des Français. En fait, l'intégration passe par la culture. J'ai une phrase qui me fait beaucoup marrer dans mon livre, j'en suis très fier. C'est c'est que le bagage culturel des jeunes qui, euh, qui vivent en banlieue et souvent s'approche et pas plus lourd que la valise en carton de Linda de Souza. C'est le désert culturel, c'est l'absence de culture qui crée la déshérence, le fait de ne pas trouver de boulot, c'est le fait de pas avoir appris à parler correctement le français. C'est le mélange entre le wesh wesh et entre le verlan pardon et, et quelques mots de français, le fait d'avoir une langue hyper pauvre, le fait d'être capable de parler uniquement les 600 mots de la langue française et d'être incapable d'aller vers l'autre et d'échanger, qui provoque le fait qu'on s'enferme et qu'on se retrouve dans une situation où on est assigné à résidence, ou qu'on reste que dans son quartier, qu'on n'en sort pas, qu'on reste avec ses potes et qu'on cherche désespérément le petit boulot du moment, sans projet d'avenir, en dehors de celui de il faut payer le loyer à la fin du mois et avoir ses 1 300 € pour financer à peu près sa vie. Et c'est toujours, on en revient toujours à la même situation, c'est un problème d'éducation et de culture. Et qu'on dise, on peut dire tout ce qu'on veut, la seule chose qu'il faut, c'est péter les barrières, avoir un moment, une situation où les transports en commun font que les gens circulent, euh, et qu'on ne soit pas enfermé chez soi, et même par l'intermédiaire du prix, parce que même quand les transports fonctionnent et que c'est assez simple d'accès, quand on habite à Meaux, c'est 8 € aller, 8 € retour pour aller faire un tour à Paris pour voir une expo. Enfin, ça commence à coûter très très cher, quoi. Une sortie même d'une ville à l'autre, ou quand il y a une autre activité quelque part et qu'on a envie d'y aller. Enfin, chaque déplacement coûte une fortune, donc on finit par rester chez soi. Et, euh, et on se contente de la télévision et de ce que cette lucarne peut envoyer. Mais comme la télévision ne nous confronte pas, elle nous envoie des images et elle nous laisse là.
elle ne nous amène pas à discuter, à échanger avec quelqu'un d'autre, à confronter des points de vue et différentes vies, si des gens qu'on ne personnifie pas. Tant qu'il n'y a pas d'échange, il n'y aura rien, on aura toujours les mêmes problèmes. Et ce vers quoi on doit tendre, c'est plutôt ça. C'est surtout un échange et un vrai vivre ensemble à un moment où on arrête de ranger des gens dans la case noir et arabe, ou dans la case délinquant, ou dans la case gars de banlieue, ou bobo aussi dans l'autre sens, ou militant, ou syndicaliste, et que tout ça, enfin, que tout ça se range qu'on arrive à créer une véritable unité, et que dans cette unité-là, on discute. Mais d'abord, créer une unité qui fait qu'on vive tous ensemble. Ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'en fait, c'est un effort qui est à faire dans les deux sens. C'est pas parce qu'on a grandi dans une cité que qu'on a une situation difficile, qu'on n'a pas de boulot, qu'on doit s'enfermer dans un système où on est victimisé, où on se conforte dans le statut de victime, et avoir l'impression que parce qu'on a raté 4 entretiens pour un job, c'est parce qu'on était noir, ou parce qu'on était arabe, ou parce qu'on parle pas bien le français, parce que toutes ces raisons-là sont à prendre en compte, évidemment. Mais s'arrêter à ça et se dire la société ne veut pas de moi, c'est fini, on m'exclut, je vais m'en exclure tout autant, c'est une terrible idée, horrible idée, et ça participe en plus à ce que Éric Zemmour soutient. C'est-à-dire, les Français se séparent, les gens se séparent, et que chacun vit dans son espace et qu'on finit par vivre chacun dans des espaces clos. Donc surtout pas. Et il faut surtout que dans les deux sens, on arrête de jouer avec cette victimisation qui est pas un moteur pour la société, qui empêche tous les mouvements, en fait. Et même quand on est volontaire ou qu'on a envie, si on s'enferme dans cette position de victime, on risque de jamais sortir de là où on vient. Et que le plus important, c'est pas là où on vient, c'est ce qu'on a fait. Le problème du racisme, c'est pas juste un problème de nom de famille ou de CV anonyme pour moi, le CV anonyme, c'est quelque chose d'ignoble. La discrimination positive, si un jour on m'embauche en un emploi parce qu'on a besoin d'un arabe, ça me rendrait dingue. C'est pas supportable. Je suis un Français comme les autres et je veux l'égalité. J'ai pas envie d'avoir le petit plus coup de pouce parce que je suis censé être issu de l'immigration. C'est totalement absurde. Et on a eu l'école pour tous. On a eu une éducation pour tous, on a essayé d'être égaux dès le plus jeune âge, en tout cas autant que possible, autant que la République le permet aujourd'hui. Il faut respecter ça, accepter ça, et il faut dénoncer le racisme. Il faut porter plainte. Il faut attaquer les gens qui font preuve de racisme de façon évidente. Ça, c'est une façon de se défendre. S'enfermer dans la situation où parce qu'on on n'a pas répondu à mon CV, c'est parce qu'on est raciste, c'est un peu limité, c'est trop juste, c'est pas audible, et puis ça se voit pas. Tant qu'on n'a pas poursuivi, tant qu'on n'a pas condamné un acte raciste, il n'y a pas de preuve de tout ça. On s'en rend pas compte, on ne le réalise pas. Et plus on se défendra quand il y a acte raciste, et plus on poussera les gens à s'ouvrir vers les autres. Et c'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Se contenter dans la situation où mon CV passe pas parce que je m'appelle Mohamed, je l'ai envoyé 4 fois, c'est sûr, les Mohamed, personne en veut. C'est un peu. C'est pas suffisant, on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible, c'est pas vrai. Les Français ne sont pas racistes, c'est ce que je disais, les Français ont peur. Il y a des Français qui ont peur, mais les Français ne sont pas racistes, ils sont fondamentalement. C'est le pays qui a accueilli le plus d'étrangers en Europe. Il y a des gens de toutes les nationalités en France, des gens de partout, ça n'a jamais posé de problème à personne. Aujourd'hui, on est en période de crise, alors on cherche des boucs émissaires. Mais en attendant, on l'a toujours fait, et ça a toujours été une terre d'accueil, et depuis 2000 ans. Pas depuis l'ère industrielle et le fait qu'on avait besoin d'ouvriers dans les usines. Il y a toujours eu du monde en France. Mon coup de gueule, c'est Claude Guéant, parce qu'après avoir fait de multiples phrases pendant ces 5 dernières années, il nous a balancé la meilleure il y a un mois, et c'était toutes les civilisations ne se valent pas. Grand ramdam, ça a duré pendant 3 jours, tout le monde en parle. Il confirme la phrase le lendemain, c'est encore mieux, c'est toutes les cultures ne se valent pas. Ça, c'était sur RTL le lendemain matin. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'un mois plus tard,
une caméra est passée par là et où il dit qu'il est très content de son coup et qu'il a fait un super coup avec l'histoire des civilisations. Et que dans ce cas-là, personne ne reprend. Ce qui est assez triste, c'est qu'en fait, lui-même n'y croit pas, que toutes les civilisations ne se valent pas. À droite, on n'y croit pas que toutes les civilisations ne se valent pas, jamais. Et qu'on est très fier d'avoir fait un bon coup médiatique pour aller gratter 1 ou 2% chez Marine Le Pen. Et c'est le triste sort de la politique. Pour 2012, j'espère François Hollande. Je veux François Hollande. Je crois très fort en François Hollande. Et je pense que c'est l'homme qui va pouvoir nous permettre une pause. Après 5 ans d'agitation médiatique, politique, avec peu d'action et beaucoup de vent, beaucoup de mouvements, pas très utiles. Et j'espère qu'on ait un homme fort face aux prochaines crises qu'on subira quoi qu'il arrive. Parce que ça, on le gère plus beaucoup tout seul et de façon autonome, c'est évident. Mais qu'on arrive à le faire en unissant les Français face à la difficulté plutôt qu'en essayant de séparer les gens et en se demandant qui mérite et qui ne mérite pas. Voilà.